Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui raconte sans mots, mais avec intensité. À travers son objectif, Nazachi capture ce que beaucoup ne voient pas. Des émotions suspendues, des silences habités, des fragments de vérité. Ces photos sont des récits d'humanité, de solitude, de beauté, de mémoire. Lui qui a grandi en Algérie, qui a traversé des zones d'ombre et trouvé dans la photographie un moyen de renaître, fait de chaque image une respiration, un instant figé, mais plein de vie. Dans cet épisode, on parle d'art, de regard, de guérison et de sens. Parce que pour Nazachi, photographier, c'est résister, se raconter et se reconstruire. Bienvenue dans un épisode qui regarde le monde autrement. Bienvenue Nazachi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être là. Merci beaucoup Samy pour la proposition. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps. Et on s'est croisés lors d'un salon après autant d'années. Franchement, c'est un plaisir d'être là. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Salut Nazachi. Plaisir partagé. Merci d'avoir accepté l'invitation et de passer ce moment avec nous. Un plaisir. Donc, on va pouvoir commencer avec l'enfance. Donc, quelle enfance as-tu eue et dans quel contexte as-tu vécu ? Je commence par le début. Alors, je suis né en Algérie, dans une petite ville qui s'appelle Miliana. Donc, en Algérie, c'est assez connu parce que c'était une ville un peu qui a connu la résistance, elle est remplie d'histoire, cette ville. Et c'est la ville qui a fait naître quand même Ali Lapointe, qui est super connue aussi en Algérie. Allah yarhamou. Donc, je viens de cette ville, je suis né là-bas et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Marguerite. Donc, c'est à 10 km de Miliana, parce que Marguerite n'a pas d'hôpital. Et c'est là où j'ai grandi les premières années de ma vie, pendant 15 ans, dans un petit village qui s'appelle Marguerite. Aujourd'hui, ça a été... ils l'ont modifié, ça s'appelle Ain Turki, parce qu'après l'indépendance, donc l'Algérie a changé tous les noms de rues, de quartiers, et du coup, ce village s'appelait Marguerite à l'époque. Et aujourd'hui, il s'appelle Ain Turki, mais il est resté Marguerite dans le cœur des gens. Il l'appelle Marguerite aujourd'hui, pas Ain Turki. Du coup, c'est un petit village rural, montagnard, juste au pied du mont Zakar, qui à la base aussi, c'était une mine que la France à l'époque exploitait. Il y a encore des signes de colonisation, de traces de mines, etc. Donc je viens de ce village qui est un peu éloigné de toute forme de civilisation. Et quand je suis arrivé en France dans les années 2000, à l'âge de 15 ans, c'était un choc. Comment je peux quitter un village où il y avait 2000 habitants à Paris ? C'était un choc qui m'a fait quelque chose en vrai, parce que je crois aussi au destin. Et le quartier où quand je suis arrivé à Paris, dans le 11e arrondissement, il s'appelait Sainte-Marguerite. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est un signe, ou est-ce que Marguerite va me suivre partout là où je vais. Et du coup, c'est une enfance solitaire. J'ai pas de frères et sœurs. J'ai que mes parents. C'est une enfance qui... elle a pas de... C'est un village en Algérie, dans les années 90, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est, à part l'école, faire l'agriculture, ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment de but, d'ambition dans ce village. Donc le fait de partir avec mes parents, je me retrouve à une autre dimension, un panel de choix que je n'avais pas imaginé. Et c'est là où ça commence, en fait, pour moi, la deuxième partie de ma vie, qui fait ce que je suis aujourd'hui, ouais. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit ? Alors, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très, très, pas, comme je dirais, hyperactif. Donc, je ne restais jamais en place. Et en fait, c'était un peu, c'était quelque chose pour mes parents de me garder occupé, parce que forcément, en fait, j'ai pas de frères et sœurs. On vit dans une maison, fallait que je m'occupe, fallait que je trouve des trucs. Et il fallait à chaque fois que je fasse des conneries, me bagarrer avec mes cousins. Parce qu'à l'école, j'étais pas très bon, parce que ça m'intéressait pas du tout le système scolaire à l'époque. C'était pas le système pédagogique que j'espérais, dans le sens où on frappait quand même à l'époque. Donc tu connais pas ton texte par cœur, tu sais que tu vas te faire frapper si tu oublies ton cahier. Donc du coup, l'école, j'avais pas vraiment une attache particulière. Par contre, j'aimais trop aller à la montagne avec mes cousins, aller à la chasse, ou aller découvrir des trucs que je connaissais pas, ou aider mon père dans le bricolage. Jusqu'au jour, j'avais 9 ans, et mon père m'avait offert un appareil photo. Et c'est là, en fait, où
où je commence à trouver un autre panel de choses à faire, de passion. Qu'à l'époque, nous, la photo, c'était quelque chose qu'on voyait qu'à la télé, ou on voyait que pendant les reportages télé. C'était rare qu'à l'époque, des gens possédaient un appareil photo. Et quand mon père l'avait acheté, ça a commencé pour moi une nouvelle observation sur ce que les gens font, comment ils vivent. Et du coup, je commence à shooter des mariages à l'âge de 10 ans dans mon village. J'étais le seul à avoir un caméscope. Du coup, on m'appelait. Viens, prends les photos, le mariage de mon fils, je te donnerai de l'argent, etc. Ça a commencé comme ça. Et après, quand je suis arrivé en France, j'ai complètement arrêté. Parce que j'ai pas pris mon appareil photo avec moi, mais parce que j'avais autre chose en tête. Je pensais pas que j'allais encore faire de la photo. Je savais pas du tout où est-ce que j'allais. Je connaissais pas du tout la France. En fait, à l'époque, on n'avait pas du coup accès aux réseaux sociaux. Du coup, on n'avait pas l'information de ce que ça peut être ailleurs. Du coup, on avait l'information de ce qui est devant nous, ce que les gens nous disent, mais ça rate là. On n'avait pas une image ou un nom sur quelque chose. Quand je suis arrivé du coup en France en 2003, 2004, c'était déstabilisant parce que genre il y avait le déracinement. Tout ce qu'on t'a fait croire quand t'es petit en Algérie, que tu peux être que ça, aujourd'hui, c'est complètement différent. T'es ouvert à énormément beaucoup plus de possibilités, mais à côté, t'es pas le bienvenu. Donc, c'était un combat entre résister pour exister. C'est même pas résister pour donner son avis, hein, c'est vraiment d'exister. Et à côté, il y avait un combat pour ne pas céder à sa dépression, au déracinement, à la vie qu'on a connue avant. Donc, du coup, il y avait un combat interne qui fait que, genre, on est perdu. Et avec le temps, en fait, c'est que les combats, ce que ça fait, c'est que, genre, ça détruit ce que tu es, ça te brise en plusieurs morceaux. Et c'est là où ça a été compliqué pour moi, parce que je n'avais pas de papier. Je suis resté longtemps sans papier en France. Et en plus de ça, le fait de toujours recevoir des refus. Non, pas de carte de séjour, pas de carte de séjour, pas de carte de séjour. Bah forcément, on commence à douter de soi, on commence à douter de sa vie, on commence à douter de sa destinée, on commence carrément à douter de tout, tout ce qui est devant nous, en fait. On doute de tout. Et t'as quel âge à cette période-là Je suis arrivé à l'âge de 15 ans, et de 15 c'était en 2004, jusqu'à 2010, je n'avais pas de papier déjà. Donc j'ai fait toute ma scolarité. Je me rappelle, mon père, quand je suis arrivé, il m'a inscrit à un collège, mais j'étais un peu trop vieux. Je suis arrivé un an avant, parce que l'école, elle est obligatoire à l'âge de 16 ans. Donc au-delà, t'es pas inscrit à l'école. Et du coup, quand je suis arrivé, mon père, il a couru dans chaque collège pour m'inscrire. C'était pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Il fallait au rectorat, s'inscrire, etc. Il a réussi à quand même à trouver une place dans un collège qui s'appelle Henri Matisse, dans le 20e arrondissement, où je commence à faire mes premières classes d'accueil. Donc on apprend à parler français, faire les basiques, etc. J'ai fait donc un an et demi de classe d'accueil à Henri Matisse. Ensuite, je devais choisir un autre parcours scolaire. Donc à cet âge-là, je savais pas quoi faire. Je me suis retrouvé à faire de la couture dans un lycée dans le 11e qui s'appelle Paul Poiret. Parce qu'en fait, j'avais pas... En fait, quand tu arrives d'un pays, là, tu sais pas les possibilités que tu as. Du coup, tu prends ce qu'on t'offre et tu poses pas de questions. Donc, je me suis retrouvé à faire un an de la couture dans un lycée. Je me dis, c'est un truc qui va pas. Genre, comment je peux faire de la couture? C'est pas ce que je veux faire. Mais bon, c'était créatif. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me trouver un intérêt pour le côté créatif. Parce que mine de rien, le fait de coudre ou de recréer une robe, ça passe par un processus créatif, d'imaginer d'abord, ensuite mettre en œuvre, et t'as le résultat. J'aimais bien les cours qu'on avait, les arts appliqués, etc. Sauf que mon père, c'était pas un choix de vie pour lui. Fallait que tu fasses quelque chose de manuel. Quelque chose qui t'aidera, que tu trouveras, peu importe où tu vas, genre t'as toujours un métier entre les mains. Donc il m'a inscrit dans la menuiserie, où j'ai fait de la menuiserie de 2005 jusqu'à 2012. Où je me suis retrouvé à faire de la menuiserie. C'est pas un métier que j'aimais, enfin c'était intéressant sur le plan créatif, sur le plan manuel, parce que t'apprends des trucs, c'est bricolage, etc.
Mais j'étais pas heureux de continuer à faire de la menuiserie. Ouais. Mais heureusement, j'avais l'école. J'avais quelque chose à faire. J'étais inscrit, je pouvais. Et j'ai rencontré aussi des meilleurs amis qui sont encore aujourd'hui mes meilleurs amis. Donc l'école, même en France, elle était compliquée. On n'était pas frappé, mais il y avait c'était trop protocolaire, trop théorique. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on prend pas l'attention d'analyser en fait ce que aujourd'hui les enfants, ils ont des points forts dans certains domaines. Du coup, au lieu de les pousser, de leur donner tous les moyens possibles pour qu'ils soient encore meilleurs dans leur domaine, bah non, on essaie de les mettre par rapport à une société dans une case parce qu'on a besoin d'ouvriers là, du coup. Et ce qui m'est arrivé, donc on a encore beaucoup de travail à faire sur ça. Et donc ouais, entre 2005 et 2010, je n'avais pas de papier, donc j'avais une carte j'avais même pas de carte de séjour, j'avais rien, je me baladais avec mon bulletin scolaire. Donc il y a un contrôle de police. J'avais la carte imaginaire à l'époque, il y avait une carte, non, la carte orange. À l'époque, avant même que ça devienne une carte imaginaire, c'était mes seules cartes d'identité que j'avais. Et en 2010, j'ai eu mon bac. Donc j'ai demandé à la préfecture, qu'on appelle ça une carte d'identité étudiant, où je l'ai eu pendant 2 ans. À la fin du BTS, j'ai reçu un courrier en me disant « Ah, t'as fini tes études, maintenant il faut rendre la carte. » Et du coup là, c'est reparti encore pendant plusieurs années. Parce qu'en fait, ils ont dit « Ouais, voilà, t'es venu en France pour faire tes études. Maintenant que t'as fait tes études, il faut rendre la carte. » Sauf que moi, je suis pas venu en tant qu'étudiant. Je suis venu dans un regroupement familial, à la base. Et mes parents, ils avaient pas non plus de papier. Personne n'avait de papier. C'est mon père qui a eu la première fois les papiers. C'était en 2019, je crois, 2018. Ah oui. Ça a duré très, très longtemps. Ouais, vraiment, c'était un parcours. Et du coup, quand j'ai fini mes études en 2012, donc encore une fois, j'ai perdu mes papiers parce que je les ai eu que 2 ans, entre 2010 et 2012, où j'ai pu voyager. C'est le premier voyage que j'avais fait. Je crois que je suis parti en Belgique. Je suis parti en Belgique avec un ami à moi. En 2012, j'avais perdu du coup mes papiers et je me suis retrouvé sans école, sans taf, je peux pas travailler, et sans but en fait en soi. Donc, je commençais à avoir 26, 27 ans. Justement, c'était une de nos questions. Quand t'es arrivé, c'était quoi ton objectif ici? Mon objectif en France? Ouais. Honnêtement, depuis que je suis arrivé en France, j'avais aucun objectif. Je vivais l'instant présent. Parce qu'en fait, chaque jour, je me dis c'est le dernier. Et paradoxalement, ça m'a appris aussi à regarder certaines choses que les gens n'y prêtent même plus attention. Je peux m'asseoir, peut-être regarder juste une feuille qui bouge. Et je prends tellement de temps en fait à regarder ça, je me dis que ça a un sens. La feuille, elle bouge, c'est qu'il y a quelque chose, il y a peut-être si on est croyant ou pas, mais pour moi, je trouvais là une poésie qui me fait supporter aussi mon quotidien, qui, lui, en l'occurrence, ne correspondait plus à rien. Parce qu'on peut pas construire quelque chose sur quelque chose qui est pas stable du tout. Tu peux pas aller au travail ni construire quelque chose alors que tu peux repartir en Algérie le lendemain. Et du coup, chaque instant, chaque moment, chaque journée que je faisais, c'était comme si c'était réellement la dernière. J'avais reçu énormément de QTF. ETQF, c'est obligation de quitter le territoire français. En gros, t'as 1 mois pour faire recours et t'es expulsable à tout moment pendant 1 an. Donc, on t'attrape dans la rue, ton nom il est fiché, merci, au revoir. Tu vois. Et il fallait trouver, du coup, à ce moment-là, comment passer inaperçu. Et ça a passé beaucoup par le style. Donc, je me sapais différemment. Je portais pas les gens ce qu'ils portaient à l'époque. Genre, je me rappelle, à l'époque, c'était les survêtes. Moi, j'essaie de porter que des jeans un peu larges, vraiment rentrer dans un moule pour ne pas me faire embarquer. Et petit à petit, je commence à apprécier, du coup, les instants présents. Je me dis, écoutez, voilà, je suis là maintenant. Je ne cherche pas à aller acquérir ou acheter ou vendre quoi que ce soit. Je veux juste qu'on me donne des papiers que je puisse construire ma vie. Donc je suis rentré. À chaque fois, je vivais encore avec mes parents. C'était très compliqué à 3 dans un petit appart parce que mon père il pouvait pas aller travailler. Il avait pas de papiers. Enfin, il pouvait travailler, mais il travaillait beaucoup black. C'était le seul choix qui était possible pour lui. Et moi aussi, pareil, je trouvais des chantiers où j'essayais de l'aider un peu comme je pouvais. En 2012, quand je me retrouve sans école, etc., mon père, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il m'offre un appareil photo. Parce que je suis resté... Une nouvelle fois, une deuxième fois. Parce que je suis resté... j'étais en dépression pendant plusieurs années. Et c'était en 2013
2014, qu'il m'avait acheté un appareil photo. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'en voulais pas. Je voulais autre chose que ça. Et mon père, il était très malin sur ça, parce que ce qu'il faisait, c'est que quand il prenait l'appareil photo, il prend l'appareil photo avec lui au taf. Il travaillait dans les bâtiments, donc il venait le soir et montrait ce qu'elle avait shooté. Regarde le bâtiment, regarde ce que j'ai pris en photo. Et petit à petit, en fait, en faisant découvrir un peu son quotidien, je commence à retomber plus ou moins amoureux de la photo et de redécouvrir en fait ce que c'est la photo. Parce qu'avant, quand j'étais petit, je savais pas ce que c'était. Parce faire la photo, pour nous, c'était pas un art. C'est juste faire de la photo. L'art, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas ce que c'est être artiste ou faire de l'art. On sait juste prendre des photos. Parce que c'est pas un nom avec lequel on a grandi. On n'a pas été au théâtre, on n'a pas été au musée, on sait pas du tout ce que c'est. Donc mon père, quand il venait le soir, il nous montrait un peu les photos. Je commence à découvrir quelque chose, que cette sérénité qu'il avait à prendre des photos, il était heureux de l'expliquer. Du coup, je lui dis, si tu me le permets, je veux bien te le prêter, enfin, te le prendre pendant quelques temps. Et il me l'avait offert. Et je commençais à sortir de chez moi, à aller me balader. Et en fait, ce que ça a fait, j'ai découvert en fait une nouvelle thérapie. Parce qu'en fait, on néglige beaucoup ce que le passer du temps avec soi peut réellement faire, en fait. Parce qu'on se reproche vraiment de ne pas être au même niveau que les autres. Parce que moi, je me comparais souvent à l'époque. Pourquoi je ne suis pas comme mes amis, des papiers, une situation financière. Justement, est-ce qu'on peut revenir juste un petit peu en arrière? Parce que tu as dit que tu avais traversé plusieurs années de dépression. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce Bien sûr. que tu peux nous dire qu'est-ce qui a déclenché ça, ou pourquoi tu étais dans un état de dépression à cette période-là? Quand j'ai fini mes études en 2012, j'étais en BTS, donc BTS technico-commercial dans le bois. Je ne pouvais plus continuer mes études. Et à côté, je ne pouvais plus avoir un titre de séjour pour aller travailler et construire ma vie en tant que jeune adulte. Le fait, en fait, de vivre aussi dans un espace restreint avec ses parents et de voir tout le monde, en fait, évoluer, tu commences à te poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu me fait vivre cette situation? Pourquoi le monde s'acharne sur moi? Pourquoi quand je demande les papiers, je les ai pas? Alors qu'il y a des gens qui sont peut-être encore moins bien intégrés dans la société que moi. Eux, ils ont leurs papiers. Et moi, non. Et du coup, je commence à reprocher à tout le monde ma situation. Malheureusement, le corps essaie de se défendre par rapport à ça en t'enfermant un peu plus sur toi-même, sur ton quotidien. Et c'est à ce moment-là que j'ai cessé carrément de dormir. La nuit, je ne dormais plus. Ce que je faisais, c'est que je prenais un bus. Le 76, il était à côté de chez moi. Et je vais jusqu'au terminus. Et du terminus, je prends un autre bus. Jusqu'à tard la nuit, jusqu'à je finisse carrément dans les noctiliens. Juste pour en fait me décharger ce que j'ai dans la tête. Mais je ne savais pas où aller. C'était aller vaguer. Pour moi, c'est ce qui est soigné pour moi la dépression. En fait, non. Ça fait un peu oublier, ça fait un peu alléger le sentiment, mais ça le soigne pas vraiment. T'avais personne à qui parler, partager Non. un peu tout ça? Encore moins au psychologue, parce qu'on n'a pas grandi dans une société où on dit que la psychologie ou le psychothérapeute c'est bien. Non, on a grandi que ça va pas, c'est sûr que tu fais pas assez ta prière, ou voilà, c'est différent. Mais non, je pouvais pas en parler encore moins à mes parents, parce que même eux, ils vivent la même situation que moi. Sauf que les parents, ils se plaignent jamais pour ne pas paraître faibles devant leur enfant, parce que malheureusement, ils avaient aucun pouvoir là-dessus. Même eux, ils étaient dans la même situation que moi, d'être sans papier, de vivre dans un petit espace, de voir peut-être demain, ils sont plus là aussi, en cas de contrôle de police. Là où, justement, moi, j'ai réussi à m'en sortir et ne pas tomber encore plus bas, parce que j'aurais pu, c'était la photo. C'était vraiment le médium qui m'a fait, en fait, tous les moments un peu obscurs, un peu sombres. Et la photo m'a fait voir un peu ce que c'est le côté poétique qui était caché derrière. C'est pour ça, en fait, que je dis que chaque instant, il nous cache vraiment un instant poétique. Là, j'ai fait une expo pareil, où c'est une photo que j'avais postée.
C'est un homme de dos avec un chapeau, mais il y a une fleur qui sort de sa tête. Et en fait, ça me fait vraiment penser. Le premier sentiment que j'avais, c'était malgré les moments que tu peux vivre où il n'y a pas d'espoir et rien, tout est sombre, il y a toujours une part de beauté, d'espoir en fait qui peut surgir de nulle part. Faut juste y prêter l'attention à ça et rester positif et aller dans ce sens. Et ça, cette relation avec ton appareil et cette interprétation, c'est quelque chose que tu avais développé pendant cette période de dépression. Et quand tu as eu l'appareil, c'est là que tu as réussi à les capturer. Comment tu as développé cette relation avec ton appareil? Au tout début, la photo pour moi, c'était un moyen de sortir. Okay. Donc, jusqu'à très tard, vu que je dormais encore chez mes parents, chez mes parents, je ne devais pas dépasser 23 heures, par exemple. J'avais quand même 26, 27 ans. Couvre-feu, avant qu'à 22h30, 23h, je suis à la maison. Le fait d'avoir un appareil photo, je peux dire oui, je suis en train de me balader, prendre des photos. Ça rassure plus ou moins mon père. Mais quand c'est venu, c'était pas tout de suite un moyen de me soigner ou d'aller chercher une thérapie. C'était pour moi un moyen de me divertir. C'était pour sortir, pour prendre du temps, pour essayer autre chose. Et je suis très curieux. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles passions, etc. Donc ça a commencé comme ça. Petit à petit, je me suis lié d'amitié avec un tétraplégique que j'ai gardé pendant 7 ans. Je travaillais dans un taxiphone à l'époque et il y avait un monsieur qui arrivait, un monsieur tétraplégique. Sa femme est venue me dit écoute, voilà, je vois toujours tu as un ordi avec toi, est-ce que tu peux donner des cours à mon mari qui est tétraplégique, qui peut pas sortir? Je lui dis écoutez, j'ai pas d'expérience avec des personnes âgées, encore moins avec des gens handicapés, mais je suis curieux, je suis preneur. Et le premier jour, on s'est rencontrés. Il y a quelque chose qui s'est créé, en fait. Je me suis dit, en vrai, il y a des gens qui vivent peut-être la même chose que moi, mais peut-être pire. Je préfère être sans papier qu'être malade. Et en fait, on commence à se comparer, mais plus positivement. Ils disent, même en Algérie, on dit « hem c'est hem ». Ça veut dire que le fait que tu me racontes ton souci, il me fait oublier le mien. Et petit à petit, ça a commencé comme ça. Je le sortais, on allait boire un café, je le prenais en photo. Et ça commence à me faire du bien à ce moment-là. Donc le fait de mettre une image sur quelque chose, un ressenti, sur quelque chose qui me faisait du bien, en fait, ça m'a réconforté dans la thérapie, enfin dans la photo thérapeutique. D'aller toujours chercher de la poésie, de chercher des instants qui me font du bien d'abord. Pas forcément les mettre sur n'importe quel support, c'était vraiment pour faire personnellement du bien. Et petit à petit, c'est devenu plus que de la photo, c'est devenu carrément une passion où je ne pouvais sortir nulle part sans le prendre avec moi. Et mon père aussi, je me rappelle jusqu'à récemment, il voulait pas que je sois photographe. Il a toujours été contre. Pour lui, c'était pas un métier, c'était pas, ça ramène pas d'argent, ça a une valeur en fait sur le marché. Et il voulait que je construise ma vie en faisant de la menuiserie ou chantier ou peu importe. Et on a continué ce débat pendant plusieurs années. Tu vois, tu devrais arrêter, va faire autre chose, c'est pas de la photo, ça nourrit pas, etc. Jusqu'au jour, en fait, je lui ai montré une photo où j'ai eu l'occasion de travailler avec Pierre Gagnard, qui est 3 étoiles de Michelin, un chef cuisinier super connu sur la scène internationale de la cuisine. Je lui ai montré, je dis c'est pas un pâtissier, Kaina. On se posait la question. C'est un chef cuisinier super connu. Et du coup, je lui ai montré les photos que j'ai réalisées de Pierre Gagnard. Il m'a dit ok, je comprends. Ça l'a rassuré à ce moment-là. Ça l'a rassuré que en fait je puisse travailler avec des gens qui sont quand même sur la haute, qui sont quand même bien placés, qui sont à un haut niveau quand même de leur métier. Et moi en fait il a cessé de me voir comme un petit sans papier qui sait pas faire quoi de sa vie. Où je mélange et j'avance. Je sais pas ce qu'elle vue là. En fait, il voulait que j'ai une vie construite comme lui, que j'ai un taf, que j'ai une famille, que j'ai une maison, que j'ai des enfants. Ce que je peux comprendre, parce que même eux, ils étaient, on va dire, codés comme ça. Moi, avec mes parents, Dieu merci, on a toujours eu ce débat. Ce que j'aime pas, je leur dis. Et eux, ce qu'ils aiment pas, ils me le disent. Et inversement, qu'on aime, on dit. Et mon père, j'ai jamais lâché. Je dis, papa, tu pourras pas oublier, tu pourras jamais m'enlever de la photo, c'est ta faute.
C'est lui qui t'a Tu mis peux, dedans. voilà, je lui dis, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. En plus, tu m'as donné ce cadeau quand j'avais 9 ans. En plus, bien après, c'est ta faute. Donc maintenant, tu fais avec. Et petit à petit, ouais, il commence à voir un peu les projets que je faisais, que je voyage pour faire pour rencontrer mes clients ou faire des projets. Ça l'a un peu rassuré. Et aujourd'hui, il en parle. Il vient me voir en expo. Il me dit pourquoi cette photo et mon père, il comprend pas. Il me dit pourquoi cette photo, ça veut rien dire. Il préfère peut-être les choses encore plus réalistes. Il n'est pas habitué à voir de la poésie ou peut-être ou de l'art imaginatif ou du contemporain ou de l'abstrait. Il le comprend pas. Par contre, tu peux lui montrer un visage d'un vieux monsieur, il va dire ok, c'est joli, mais il est vieux. Donc, Mais au moins, ça crée de l'échange, du débat entre vous. pourtant, mon père, c'est pas quelqu'un avec qui on communique beaucoup. C'est beaucoup avec les gestes. Mon père, c'est quelqu'un qui s'exprime que avec des intentions. C'est pas quelqu'un qui oralement genre il va pas dire je t'aime, il va pas dire tu me manques. Ça a jamais sorti de sa bouche, jamais. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a jamais dit ce genre de. Mais je sais qu'il le pense, puisque à chaque étape de ma vie, il m'a toujours soutenu, il a toujours été là. Et c'est ça qui, pour moi, c'est au-delà des mots, ça n'a pas de prix. Je préfère justement qu'il agisse de cette manière, qu'il me montre avec des actes ce que je représente pour lui, que me dire des mots qui me signifient réellement pour moi. Complètement d'accord. Ouais. Mais tout le monde n'a pas cette lecture-là. C'est-à-dire la compréhension des actes. Ouais. Ah oui, de recevoir l'acte et de le comprendre. Je pense, en fait, faut rester ouvert, pour moi, ouvert d'esprit surtout. Genre, nos parents, on a tellement l'habitude de les mettre dans une case. Genre, vous comprenez rien, c'est pas ça. Ils comprennent, ils savent très bien, sauf que c'est pas leur génération, c'est pas leur code. Ils ont vécu quand même des guerres que nous, on n'a pas assisté. Et ça peut laisser des traumas, ça peut laisser, même eux, ils ont vécu avec des parents qui n'étaient pas non plus très doux, ou même eux, ils avaient des contraintes. On peut pas leur reprocher, en fait, de pourquoi tu me dis pas je t'aime ou pourquoi tu me dis pas ce genre de truc. Et du coup, avec le temps, vu que je pense le fait de vivre ensemble, avec mes parents, ma mère et mon père, dans un on avait 20 mètres carrés et qu'on arrivait à Paris. Le fait de vivre longtemps avec eux, en fait, j'ai pu observer chaque geste, chaque parole, chaque attention qu'ils faisaient. Et on se parlait pas. On n'avait rien à dire, en fait. Mon père, il retenait du taf, il était fatigué. Il disait juste tout ce qui s'est passé. Moi, je retenais de l'école, pareil. Il y avait rien à dire, en fait. Et ma mère, elle avait rien à dire non plus. Par contre, chacun, en fait, ramène quelque chose et sait que voilà, il a bossé toute la journée, il a pu ramener des choses peut-être que j'aimais. Il a pu m'acheter par exemple comme un appareil photo, il a pu m'acheter un téléphone quand j'en avais besoin. J'avais ce genre de trucs. Pour moi, c'est au-delà des mots. Il a toujours été là malgré qu'il n'aimait pas le chemin que j'avais choisi dans l'art. Il a toujours été là. J'avais une question. T'es venu en France tout seul ou avec tes parents ? Je suis venu avec ma mère. Mon père, il est venu 1 an avant nous pour justement trouver du travail, de trouver un appartement. Et nous, on avait fait les démarches, un visa, etc. Mais on savait pas qu'on allait pouvoir le rejoindre parce que le système de visa à l'époque était très compliqué aussi. Mon père, il a réussi parce que il est né pendant que l'Algérie était française, donc du coup, il y avait plus de facilité. Alors que moi et ma mère, c'était complètement différent. Et c'était compliqué. Donc du coup, mon père, il est venu un an avant et nous, on l'a rejoint l'année d'après, voire 2 ans après, ouais. Comment l'Algérie de ton enfance a influencé l'artiste que tu es devenu ? Très bonne question parce que je suis encore là-dedans aujourd'hui. En tant qu'artiste, c'est comment se profiter en fait de la chance qu'on a d'avoir 2 cultures aujourd'hui. Sachant que j'ai fait la moitié de ma vie en Algérie, aujourd'hui la moitié de ma vie elle est en France avec tout ce qui va avec, des amis, une famille, un travail, etc. Mais comment aujourd'hui pouvoir imager ou sortir ou raconter ce qu'on vit en gardant justement la culture algérienne et la culture française. Quand je suis parti en juin dernier, je suis parti en Algérie, je suis resté 1 mois. Ça faisait quelque temps que j'étais en train de me poser des questions
sur quel genre de photos je peux faire, sur quel de projet je peux faire, qu'est-ce que je peux ramener en tant qu'artiste aujourd'hui sur la scène artistique, en tout cas en tant que photographe. Il y a toujours des questions et j'avais envie de sortir de ce que aujourd'hui un photographe de rue, parce que j'ai appris avec la photographie de rue, donc shooter des gens dans leur quotidien. J'avais envie de sortir de cette zone de confort que j'ai shooté pendant pas mal d'années. J'avais envie vraiment de faire quelque chose de particulier et surtout de bénéficier de cette chance d'avoir cette double culture. Quand je suis parti en Algérie, j'étais avec mon père à Tepaza. Et Tepaza, c'est très beau, c'est Yaqbar Romia, on a été manger ensemble, etc. Et ce que j'ai trouvé beau, ce qui m'avait touché, c'est que j'avais pris une photo où il y avait un couple en fait qui achetait des bijoux à Tepaza. C'est un créateur de bijoux. Et quand j'ai pris la photo, à l'instant, ça m'a parlé. C'est comme si j'avais reçu ou eu l'idée ou du chemin que je dois emprunter. L'Algérie, ce qui était fort, c'est le côté narratif pour moi. Parce qu'à l'époque quand j'ai grandi en Algérie, on n'avait pas de télé, on n'avait pas Internet, on n'avait pas ce genre de divertissement. On avait encore moins de livres parce qu'on ne lisait pas trop. Par contre, ce qui se passait entre nous, c'était le côté narratif. Quand ta grand-mère te raconte une histoire, quand ton père te raconte une histoire, quand ta mère te raconte... Et en fait, les histoires en Algérie, jusqu'à aujourd'hui, c'est une part importante de la culture algérienne. Savoir raconter une histoire. Et avant même d'avoir une idée sur ce que ça peut être, t'es dans l'imaginatif, t'es dans le créatif déjà dans ta tête. On est en train de raconter une hkaya, déjà dans ta tête, en train d'imaginer les personnages, qui, comment, qu'est-ce que c'est. Et je me dis, ça c'est un des points forts de ma culture algérienne, c'est le côté narratif, le côté histoire. Et le côté français que j'ai acquis, c'est la technique, c'est le cadre, c'est la géométrie. Parce qu'on est dans Paris, et Paris, c'est une architecture, c'est une œuvre d'art à ciel ouvert. T'as qu'à te balader dans Paris pour voir de l'architecture incroyable que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et cette ligne de fuite, cette géométrie, ces lignes, c'est apaisant. Du coup, je me dis, je peux prendre ce que la France m'a appris en termes de cadrage, de géométrie, de lignes, et je le mélange au côté narratif de l'Algérie pour en faire quelque chose de beau, minimaliste, parce que moins il y a un détail pour moi, mieux c'est. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand on est on a un cerveau avec énormément d'idées, énormément de problèmes, énormément de questionnements, on cherche une photo qui est très simple. Elle est dénuée quasiment de tout. On cherche la pureté, et surtout pour décharger ses émotions dedans. On a envie de dépersonnifier carrément la photo, pour que chacun puisse se projeter et ressentir. Du coup, je suis passé sur un plan totalement minimaliste, où je liais juste la photo au côté narratif de une photo, où c'est toi, en fait, qui décide qu'est-ce qui se passe dans cette photo. La photo m'appartient plus. Aujourd'hui, c'est ça que j'essaie de faire. C'est quand je prends une photo, je veux plus que ça m'appartienne. Je veux que ça devienne à toi. Ça doit de la découvrir, de voyager, de penser ce que tu as envie de penser de la photo. Et garder aussi les lignes pour t'influencer, qu'il y a une géométrie, un géométrie à respecter, des lignes à respecter, etc. Du coup, l'Algérie m'a appris le côté narratif, le côté historique. On passait des heures, des soirées à écouter ma grand-mère en train de raconter des histoires d'avant. Aujourd'hui, je le fais avec mon grand-père. À chaque fois que je descends en Algérie, je peux passer des heures à écouter ces histoires d'avant, pendant la colonisation, après, pendant l'indépendance, etc., etc. Et je trouve que c'est un des points forts, et Dieu merci que je l'ai de cette culture-là, le côté narratif. Ouais. Tu veux autre chose, peut-être ? Non, c'est bien. Ensuite, là, je te parle plus d'enfance. C'est Okay. Bon, c'est fini. Alors, ça, c'est une question que ma sœur, elle a écrite pour m'aider. Qu'est-ce qui te manque en Algérie ? Ah, ce qui manque en Algérie... Quand je suis en France, c'est-à-dire quand je suis en France, qu'est-ce qui manque là-bas en Algérie ? Oui, c'est ça. J'ai envie de dire le côté très simpliste et authentique. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vis en Occident, t'es géré par rapport à la société. C'est elle qui t'impose ce que tu dois faire. Tu dois te lever, tu dois faire ça, tu dois faire ceci, tu dois suivre un rythme. Tu peux pas vivre à Paris, par exemple, et ne pas travailler, ne pas bouger. Tu peux pas rester, c'est impossible. Quand tu vas en Algérie, par exemple, le premier truc qui te frappe, c'est que peu importe l'année, ça reste authentique. On dirait qu'il n'y a rien à bouger.
C'est limite ce que tu as laissé, il est encore là. Il n'y a que les bâtiments en fait qui sortent du sol et ça c'est normal parce qu'il y a une population grandie. Mais c'est leur simplicité parce que ça reste un pays qui est pas du tout touristique, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça préserve aussi ce que c'est ce pays. Il reste fidèle à lui-même, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses traditions, peu importe au monde qu'on vit actuellement. Et c'est ça qui manque en fait. Tu vois, c'est le côté vraiment quand tu y vas, tu peux tout oublier, tu peux penser à rien, tu peux vivre tout simplement, aller manger, balader, faire la sieste, rencontrer des gens, aller au jam. Et t'es heureux en fait. On dirait que tu peux oublier ta vie occidentale et le stress qui va avec. Ouais. Donc je pense que c'est ça, c'est le côté authentique et simple, très simple qui me manque en Algérie, ouais. Quand je suis en France en tout cas. Eh ben merci Nazachi. On va reprendre un petit peu sur la photo avec une question très simple, très bête. C'est quoi pour toi une belle photo? Très bonne question. Alors une belle photo, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de subjectif. C'est quelque chose qui est propre à chacun, chacun peut l'interpréter comme il a envie. Mais pour moi, une bonne photo, moi, je fais une différence par contre. Je fais une différence entre une belle photo et une bonne photo. La belle photo, c'est une photo que tu vas la voir, tu la trouves jolie, elle t'inspire, mais tu peux la oublier l'instant après. Une bonne photo, elle peut être manquée de cadrage, manquée de beaucoup de techniques. Et par contre, quand tu la vois, elle crée quelque chose en toi. Et tu peux pas l'oublier si facilement que ça. Tu peux t'en rappeler tout le temps. Même t'as beau scroller, elle va rester dans ta tête. Et pour moi, c'est la différence entre une belle photo, qu'on voit tout le temps aujourd'hui, parce qu'on est, en tant que photographe aujourd'hui, il y a énormément de gens dans la photo, énormément de photographes aujourd'hui. Tout le monde est photographe. Et on a une course vers le truc vite fait, bien fait, vite fait, sans aller en profondeur. Et moi, une bonne photo, ça reste des belles photos. Donc, c'est rien à dire en termes de retouches, en termes de réalisation, c'est beau. Mais on divise un peu tout ce que c'est une bonne photo. Parce que la photo, à la base, c'est quelque chose, c'est un reportage, c'est comme un livre, en fait. On peut pas écrire un livre en 2 secondes juste parce que la couverture, elle est belle. Il faut vraiment aller au sens, pourquoi tu as pris cette photo, parce que tu as ressenti quelque chose. Et comment tu fais pour que cette photo, elle soit aussi transparente, pas transparente, mais aussi forte aussi pour les autres. Donc une bonne photo pour moi, c'est elle doit raconter une histoire. Tu n'oublies pas si vite. Elle crée quelque chose en toi, quelque chose une émotion, elle te laisse pas indifférent. T'as des exemples de bonnes photos assez connues? Bonnes photos, oui. J'en ai plusieurs. J'aime beaucoup le travail de Bruce Gilden. C'est un photographe américain, et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un flash sur son appareil photo, il marchait dans les rues, il avance, il prend un instant, des gens, ils étaient pas préparés à être pris en photo. Et du coup, la première impression qu'ils ont, c'est une peur. Tu vois leur visage se déformer, et je trouve ça ouf, c'est incroyable parce que c'est sociétal en fait. C'est comment on réagit à la peur parce qu'on ne voit pas. Par exemple, je sais pas, je peux sortir d'une porte, tu peux m'attendre de l'autre côté. Je sais pas quel genre d'expression je peux ressentir quelque chose, mais je sais pas mon expression de visage comment elle est. Et Bruce Gilden, il a pu en fait mettre une image sur ça. Il y a le travail aussi qui m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui, et je trouve que c'est vraiment un bon artiste, une bonne photo, c'est Solitaire. Solitaire, c'est un photographe américain. Ses parents, pareil, il est mort en 2017. C'était un photographe que ses parents, ils ont jamais voulu qu'il soit photographe, ni artiste d'ailleurs. Et c'est un des doyens de la photo couleur aux États-Unis. Donc c'était un des premiers à shooter. Et en fait, les photos de Solitaire, il a complètement changé tout ce que c'est le cadre en fait. Il prend des instants, des petits détails de la vie. Ça peut être juste un pied qui dépasse un cadre. Ben, la photo, elle est là. Et en fait, ça avait beaucoup interpellé les gens par rapport à sa manière de photographier. Et lui, ce qu'il disait, c'est que j'accorde beaucoup d'importance, en fait, au moment où les gens ne voient pas, en fait. Ça m'a parlé, ça m'a inspiré. J'aime beaucoup le travail de Solitaire. Et pour moi, c'est un très bon photographe. Ouais. C'est ça de la bonne photo, c'est que ça crée quelque chose, ça crée une émotion, et ça inspire les gens aussi à aller dans ce sens, savoir plus pourquoi et comment. Pour moi, c'est ça une bonne photo. Ok, super clair. Merci. Et
Qu'est-ce que tu cherches à capter quand tu déclenches? Alors longuement, en fait, la photo elle est passée par plusieurs étapes ça dépend en fait de la vie que je menais à ce moment-là. Pendant que j'étais sans papier, c'était plus un truc reportage, plus docu, aller voir les gens, regarder le côté mélancolique. Ça m'intéressait beaucoup le côté mélancolique. En fait, je cherchais à trouver des comparaisons, des gens qui vivent plus ou moins la même situation que moi. Et moi, ça me rassurait dans l'idée que dire, ok, il y a des gens aussi qui vivent des choses et qui sont aussi tristes que moi, où ils vivent leur vie, elle n'est pas aussi belle ou jolie, etc. Du coup, c'est pendant la période où j'étais sans papier, c'était plus documentaire, c'était beaucoup plus street, où je photographiais tout le temps la rue. Quand j'ai eu mes papiers, donc jusqu'à là récemment, c'était différent. Mon regard, il a tourné vers la poésie. Ça m'intéresse plus maintenant peut-être de photographier des étrangers ou des gens dans la rue ou des personnes âgées. Pourtant, je l'ai fait pendant X temps. Aujourd'hui, je suis en quête de la poésie. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve important dans n'importe quelle forme d'art, c'est l'intimité. Et l'intimité n'a pas de prix, en fait, parce que c'est ça que les gens veulent voir. Et c'est ça, paradoxalement, qu'ils veulent garder le plus. Parce que personne ne veut exposer son intimité devant tout le monde, en fait. Que ce soit sa fragilité, que ce soit son... On est toujours super, hyper protectif vis-à-vis de ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est aller chercher les petits détails à une supposition. Je suis en train de, par exemple, te dire que voilà, ça c'est un instant poétique, parce que je l'ai ressenti. Aussi mélancolique, mais aussi réaliste. Et faire un mélange des trois. Et je suis en train de, justement, j'ai trouvé plus ou moins le chemin, mais j'ai pas encore trouvé vraiment ma patte, parce que c'est un truc qui prend des années à perfectionner. Mais j'ai arrêté le docu, je suis plus vers le côté, je dirais, contemporain, plus abstrait, plus poétique. Une suggestion. Plus que de dire, c'est ça, une tristesse. Je préfère la suggérer différemment. Et dire que peut-être c'est juste une fleur fanée, qui est tenue peut-être par une main. C'est comme les mains de mon père que je mets en fond d'écran. Pour ça, à chaque fois, je m'en rappelle. C'est des mains simples. Mais pour moi, ça explique. C'est très poétique. C'est ça. En tout cas, c'est là où je veux encore plus approfondir ma recherche artistique. Ouais. Ok. Et est-ce que tu passes du temps avec d'autres artistes? Est-ce que tu te formes ou comment tu développes justement ton style? Alors, très bonne question. Avant même que je m'intéresse plus que ça à la photo, j'avais rencontré aujourd'hui, c'est venu un ami qui s'appelle Vitur Akam, que je salue au passage. Vitur Akam, c'était un ami, avant que c'était venu, c'était un photographe que je suivais sur les réseaux. C'était en 2016 à peu près. Et un jour, il avait fait un concours photo en collaboration avec la RATP pour prendre justement 10 personnes de ses followers pour faire un sorte de masterclass. Je me propose, j'envoie un message et j'ai été tiré au sort. On se retrouve à Saint-Germain-des-Prés. Salut Vitura, moi c'est Nazachi, on chantait. On commence à discuter. Il m'a dit voilà, t'as 10 minutes en fait pour fournir des photos qui va au thème qu'il a donné. Donc je lui montre mes photos, il me donne ses avis. Je lui dis merci, on reste en contact, etc. Et petit à petit, on commence à s'envoyer des messages sur Insta. Et petit à petit, on est devenus amis. On passait venir à la maison, je vais chez lui, on discute, on parle de photos. En fait, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré. Au-delà de la photo, c'est humainement comme il est. Et on passe énormément de temps en fait à tout déconstruire en termes de la photo aujourd'hui, ce que c'est, et ensuite trouver qu'est-ce qu'on peut faire plus tard. Et du coup, on avait une idée un jour de faire une sorte d'exposition, parce que lui, c'est un fils d'émigrés cambodgien qui habite à Cherbourg, et moi, c'est algérien. Et c'était intéressant de construire un projet, je lui dis, d'expo. Et lui, moi, je vais en Cambodge photographier, un peu comme c'était l'Algérie. Lui, c'est inverse, il vient en Algérie. Et on fait une exposition un peu commune. On est en train de voir si on peut mettre ça en place et pour quelle année. Mais ouais, je dirais Vitura, avec qui je passe énormément de temps. Il passe à la maison. Et au-delà de la photo, on parle beaucoup de tout forme de sujets. Et grâce à lui aussi, je commence à faire... j'apprends le piano à la maison. Donc, au-delà de la photo, j'aime bien en fait avoir un cercle d'amis qui est
autant ils sont ambitieux dans leur domaine, mais autant genre ils ont cette capacité aussi à ne pas rester stagnés dans un confort, à aller toujours chercher quelque chose qui peut les faire revivre, trouver des autres passions que la photo. La personne dit que tu dois faire de la photo et que de la photo. Donc c'est ça que j'aime, ce genre de personnes dans mon entourage, c'est toujours aller casser les codes et aller chercher encore plus loin, déjà pour eux, pour leur communauté, pour leurs amis, et on peut que être inspiré et on peut que les soutenir en fait. Et j'aime ce genre d'énergie, Du coup, non, c'est Vutura, c'est une très très belle personne et je suis content que j'ai pu le rencontrer. Que Vutura, dédicace. Eh ben, on le salue aussi. On le connaît pas, mais on le salue. Et justement, tu parlais d'exposition. Tu as fait récemment en Algérie au mois de juin une expo. Ouais. Tu as refait une autre expo là à la rentrée à Ivry. Et quand tu exposes, pour toi, qu'est-ce que tu ressens en fait? C'est un moment de partage ou est-ce que tu dévoiles un peu? Tu parlais d'intimité tout à l'heure. Est-ce que tu dévoiles ton intimité ou est-ce que c'est juste un simple moment de partage? Comment tu le vis, toi, ça? Alors, cette année, j'ai exposé 3 fois. Donc, la première s'appelait Interzone. Et c'était plus contemporain, c'était plus des reflets de nuit. C'était pas vraiment un documentaire, hein, c'était vraiment une recherche nocturne où je devais photographier ce que c'est la nuit et qu'est-ce que genre ça me transmettait comme énergie. C'était à la Fonderie. Ensuite, j'ai exposé à Alger. J'ai exposé le projet Marguerite. Je l'ai exposé aussi chez Azimut en 2024 et chez Arabanger aussi en 2023, je crois. En 2024. C'est quoi donc Raconter l'Algérie, ouais. Où j'ai exposé mon projet Marguerite. Et en fait, je suis allé pendant plusieurs mois dans mon village. Et en tant que maintenant immigré, diaspora, je suis plus un enfant du pays. Maintenant, je suis allé avec un nouveau regard, un nouveau peut-être regard occidental, mais avec un cœur algérien, et de voir un peu qu'est-ce qui a changé. Donc c'était différent en termes de même quand tu racontes tes expos, parce que genre ce que tu vas raconter sur Marguerite, les gens qui viennent voir les photos de Marguerite, c'est différent parce que c'est un peu plus personnel, j'ai envie de dire. Et du coup, tu as envie d'expliquer plus de choses que si c'était la dernière expo que j'ai faite, c'était mois de novembre à Ivry, où c'était beaucoup plus poétique, beaucoup plus contemporaine. Et là, c'était plus impersonnel. Donc, du coup, j'essaye de ne pas trop expliquer pourquoi j'ai pris cette photo. J'essaie d'expliquer le mood qui m'a fait prendre cette photo, pourquoi, que la raison principale. Mais j'explique que ça dépend des expos, ça dépend du projet que j'expose. Pour les expos en Algérie, vu que c'était un docu, il fallait que je explique un peu mon parcours, de un, et pourquoi je prends ce genre de photos. Et deuxièmement, c'est quel genre de public que j'ai visé, parce que j'ai shooté autant des personnes âgées que des jeunes, que des... Et mon but, il faut expliquer ce que c'est l'Algérie, ce que c'est Marguerite, pourquoi et qui, et comment. Alors que quand c'est un travail un peu plus contemporain, on explique juste l'univers, mais on laisse les gens en fait aller eux-mêmes découvrir sans trop expliquer. Mais ça fait toujours quelque chose de particulier, d'avoir toujours des yeux, des gens qui te regardent et qui veulent savoir un peu plus. À la fin de journée, t'as soif et surtout t'as une tête remplie. J'ai une batterie sociable assez faible, mais j'apprécie que ce que je fais, ça intéresse des gens. C'est parce qu'en fait, on vit encore dans le syndrome, j'ai envie de dire, de l'imposteur, mais totalement. Dire que quelqu'un où sa vie, il l'a jamais vu, enfin, il n'a jamais eu l'idée ou ne serait-ce que le but dans sa vie d'être là où est-ce que je suis aujourd'hui, quelle légitimité je peux avoir à expliquer aux gens que je suis photographe et que ça n'a pas de sens pour moi encore. Donc, je maîtrise pas en fait encore ce que c'est, parce que pour moi encore j'apprends ce que c'est d'être un artiste et ce que c'est l'art en général. C'est quelque chose que j'apprends au quotidien, que quelque chose où j'ai appris à l'école. Ça ne veut rien dire pour moi. Ça fait une super transition. Justement, en tant que photographe, qu'est-ce que tu veux transmettre aux autres? Qu'est-ce que tu veux laisser à travers ton travail? Alors, en tant que photographe, ce que je veux surtout laisser, c'est de l'espoir et un moyen d'exister, tout simplement, parce que quand j'étais sans papier, quand je regardais d'autres photographes, je me suis beaucoup inspiré de Henri Cartier-Bresson, je regardais Alex Webb, je regardais Saul Leiter, et il y a énormément d'artistes, en fait, qui m'ont fait que c'est grâce à eux, à leur travail, que j'ai pu aussi influencer le mien.
Mais je ne veux pas que ça reste documentaire, je ne veux pas que ce soit réaliste. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est offrir une photo qui peuvent leur faire du bien. Ils peuvent la cadrer chez eux, ils peuvent la voir. Ça leur fait autant plaisir qu'une séance peut-être d'étirement ou de yoga. Parce que ça en néglige aussi le côté psychologique aussi dans la détente, etc. C'est pas que physique, il faut aussi que ce soit mental. Et c'est pour ça qu'on écoute de la musique, qu'on lit, qu'on va au théâtre, parce que c'est un truc qui fait aussi du bien à notre santé mentale. Donc la photo, pour moi, c'est là où je vais aller. C'est sortir quelque chose d'assez minimaliste pour que tout le monde puisse s'y attacher et se reconnaître dans la photo. Et deuxièmement, que ça fait un effet réparateur, un effet où ils disent « Ok, je me vois dans cette photo, je sais que je peux exister. » En fait, c'est ça la photo que j'essaie de prendre, c'est vraiment pour donner une voix à tous ceux qui peuvent pas ou à tous ceux qui n'arrivent pas à trouver le moyen en fait de se sentir bien. Peut-être en regardant une photo, peut-être qu'ils se sentiraient bien et c'est là où je veux aller en fait. C'est ça que je veux transmettre. La douceur et la poésie. Ah bah, génial. Super intentions. Merci. Dernière question pour moi, c'est sur quoi tu travailles en ce moment et c'est quoi tes projets à venir? En ce moment, je travaille sur... Alors, j'ai plusieurs projets. Perso d'abord, je suis en train de monter... j'ouvre ma boutique internet sur mon site internet 2 fois par an. Tu peux rappeler ton site internet? C'est nazachi.com, www.nazhachi.com. De toute façon, on partagera ton compte Insta où il y a aussi le lien dessus. Nickel. Ça, tout le monde pourra aller voir ton travail. Merci beaucoup. Du coup, j'ouvre la boutique 2 fois dans l'année. Déjà, ça rémunère aussi autant les artistes par rapport à ce qu'on fait, parce qu'on vit que de ça. On n'a pas de taf à côté. Et deuxièmement aussi que on puisse aussi, genre, que ça sert à rien d'avoir une belle photo sur son téléphone ou dans son appareil photo. Le but, c'est que ça soit exposé, à les montrer ou à les décorer chez d'autres gens. C'est là où ça doit vivre, en fait, une photo. Donc ça, c'est des projets perso et chaque année, j'ouvre la boutique. Je travaille aussi sur un court-métrage avec des amis à moi et c'est une histoire vraie. Du coup, je suis en train de bosser dessus parce que je pense, je me vois pas arrêter qu'avec la photo. Pour moi, la photo, certes, c'est la base de tout ce qui est genre culture un peu visuelle. Ça t'apprend en fait le cadre, ça t'apprend énormément de choses, mais il faut pas s'arrêter là, il faut aller peut-être au-delà. Ça, c'est dans les projets perso. Il y a aussi un livre de photos que je suis en train de faire. Il prend le temps qu'il faut. Je suis pas pressé, mais je suis encore dessus. Et professionnellement, je bosse encore avec des labels, donc avec des artistes. Dernièrement, j'ai bossé avec Alonso, où j'ai pu faire une cover de son single. Sinon, je fais pas mal aussi en tant que photographe plateau dans les cinémas, dans les clips. J'interviens aussi en tant que photographe event pendant soit les mariages, soit les entreprises. C'est comme ça qu'on rencontre autant de gens et qu'on lie la photo à quelque chose parce que c'est quand même une passion. Mais le fait aussi d'être rémunéré par rapport à un projet, quelque chose que tu fais, c'est encore plus... c'est flatteur d'un côté, et ça fait du bien de dire, en fait, et ça rassure aussi mon père. Oui, puis il faut manger aussi. Ouais, il faut surtout manger, parce que c'est de plus en plus dur, en fait, avec les années, parce que vu qu'il y a énormément de photographes qui rentrent en scène, ils se rendent pas compte en fait que c'était un métier à la base avant que ce soit quelque chose pour faire le buzz ou que ce soit c'est un métier. Et aujourd'hui il faut que on garde que c'est un taf et le respecter comme tel. Donc il faut jamais négliger ses tarifs de 1 parce que en baissant un peu les tarifs, en fait on casse tout un métier en fait. Ce qui se passe aujourd'hui malheureusement dans le rap, on va plus contacter un tel ou un tel parce qu'un tel il coûte moins cher. Au lieu qu'il coûte un temps, il va te coûter la moitié dans la journée, prends-le. Du coup, faut garder en fait que c'est un métier, il faut le respecter comme tel. C'est un métier super humain, fatigant de base, parce que c'est quelque chose aussi, et ça travaille beaucoup le mental. Mine de rien, c'est pas un truc physique, mais c'est très mental. Du coup, tu rentres à la fin de journée, énormément d'énergie que tu as accumulée dans ton appareil photo. Je pense qu'il faut que ce soit codé. Que ce soit respecté, il faut qu'il y ait un truc, même nous, entre photographes, qu'on se mange pas le pain entre nous, tu vois, qu'on coopère entre nous, c'est important. Et tu parlais justement de label, de rap. T'as beaucoup bossé aussi avec des rappeurs. Est-ce que tu peux nous en citer quelques projets? J'ai bossé avec Fianso, Fianso, c'est Sofiane aujourd'hui, tu vois qui c'est. Qui? Fianso. Fianso. Ah, oui.
Oui, je J'ai vois. bossé avec Finso, Alonso, j'ai Nino, j'ai bossé avec Louis Renoir, paix à son âme avant qu'il décède. J'ai bossé avec Lovresval, pareil, paix à son âme. J'ai fait RK, Kobalade. Il y a énormément d'artistes avec qui j'ai bossé. J'ai bossé avec Chideriner, j'ai bossé avec Pierre Gagnard, j'ai bossé avec Jacques Rancière, qui est un écrivain français. C'est tellement cliché. J'ai bossé avec beaucoup de gens en fait qui n'ont rien à voir, autant chacun dans son domaine. Et par contre, c'est toujours des personnes intéressantes avec qui tu apprends beaucoup de choses. Ouais. J'aimerais juste revenir à ton site. Oui. Si c'est une boutique, pourquoi est-ce que tu l'ouvres que 2 fois par an? C'est une très bonne question. C'est pour en fait créer de la rareté d'un côté. Si la boutique elle est ouverte toute l'année, imagine, c'est comme par exemple, un exemple simple, Nike, quand ils sortent une paire, ils font des raffles. Donc, il y a un temps donné pour acheter ta paire, sinon, tu n'as plus accès. Et moi, ce que je fais avec mes photos, parce qu'en fait, ils sont tous illimités, ils sont tous limités dans le temps. Enfin, dans la quantité, pardon. Quand j'imprime une photo, c'est généralement limité à 7-10 exemplaires. Je veux pas ouvrir toute l'année parce que pour créer déjà un système de rareté et que ça change, parce que si j'ouvre toute l'année, je peux pas changer comme je veux. Et même si je change une photo, un cadre, il va passer inaperçu. Alors que si je l'ouvre 2 fois dans l'année, c'est genre à chaque fois il y a un nouveau drop qui arrive, avec une nouvelle photo, et ça change tout le temps. Il faut laisser, j'ai pas envie que je sois catégorisé comme un photographe qui a une boutique. Je veux pas être commerçant en fait de ce que je fais. Quand j'ouvre la boutique, c'est vraiment pour que les gens aient accès à mes photos. S'ils veulent décorer, offrir, ça reste toujours plus intéressant d'offrir un print, un cadre signé d'un artiste que offrir une paire de chaussures par exemple. Ça peut être quasi le même prix pour certaines paires. Et je trouve beaucoup plus intéressant du coup pendant peut-être les fêtes de Noël ou d'offrir justement ce genre de cadeau. C'est beaucoup plus personnel, c'est plus réaliste et surtout ça aide aussi une communauté d'artistes en fait à rester comme ils sont, de continuer leur travail, de continuer leur engagement aussi. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, plus tu portes une voix par rapport à ce qui se passe, par rapport au génocide, plus tu es boycotté d'un côté, ça m'est déjà arrivé, par rapport au choix que tu portes, tu dis non, en fait, non, ça m'intéresse pas. Et peu importe, je veux porter cette voix, je veux être engagé, je ne cherche pas à être acheté ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, c'est le seul moyen, en fait, de gagner de l'argent quand on est boycotté, du coup, par des clients ou par des labels ou par peu importe qu'ils ont un choix politique. Ouais. Bah, nous, on peut compter sur la communauté pour aider les artistes comme nous, justement, à gagner, à garder, en fait, notre moyen de subvenir, en fait, à nos besoins d'un côté et de côté de continuer à faire de l'art. Parce que s'il y a plus ça, je pense qu'on va tous arrêter un jour, et il y aura juste une voix qui va porter plus que l'autre. Celle des gens qui sont aidés par des grosses corpos, ce que tu veux. Donc non, c'est engagement. Ok, d'accord. Bon, alors, on va pouvoir passer aux questions en vrac. Waouh, lasé. C'est donc la dernière partie. Bon, toi, je te l'ai déjà expliqué, mais on va quand même réexpliquer pour les auditeurs au cas où. Si c'est le premier qu'ils écoutent. Donc, les questions en vrac, c'est la dernière partie avec plein de questions qui sont drôles, qui ont des fois un rapport avec ce que tu fais. Des fois, c'est n'importe quoi, c'est comme ça, voilà. Et voilà, c'est tout. Ok, je suis prêt. D'accord, ok. C'est quoi la photo la plus bizarre ou drôle que tu aies déjà prise? La photo la plus bizarre que j'ai déjà prise, peut-être des courbeaux par la chaise pendant qu'il pleuvait. Je sais pas ce que je faisais. C'était très glauque, mais je crois que c'était une des photos. Parce qu'il y avait des courbeaux, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est quand il y a quelque chose, ils veulent casser quelque chose, en fait, ils volent et le laissent tomber par terre pour que ça. Et c'était intéressant, tu vois, Du coup, je me dis, attends, je vais prendre ça en photo. Et c'était alors que de base, c'est pas du tout le genre de photo que je prends, mais là, c'était des courbeaux à part la chaise, parce que j'adore me balader à part la chaise. Ça fait un peu bizarre, mais je sais pas, c'est un endroit qui fait du bien. Le cimetière? Ouais, t'as déjà été? Non, non, je suis jamais allée dans un cimetière. Eh ben, il faut aller, parce que c'est une expérience. Et je crois que c'est un des seuls endroits de Paris où c'est très calme, en fait, où il n'y a pas de bruit. Et c'est intéressant. Et donc là, je prenais beaucoup de photos, même des gens qui venaient regarder ou faire visiter leurs proches et tout. Je suis allé avec mon appareil photo. Mais ouais, je trouve que c'est des photos. Mais je les ai jamais sortis
C'est dans un dossier bien fermé qui s'appelle Par la chaise. Si tu pouvais photographier une personne très connue, ce serait qui? Ah, j'en ai plein, c'est ça le problème. Peu importe son origine, du moment qu'elle est connue. Oui, tant que c'est... Oui, voilà, une personne connue. Ah, Tant que c'est une personne connue, qui tu veux. J'aurais aimé shooter Cheb Hasni. Vraiment, c'est... Franchement, je pense que Cheb Hasni, il a bercé des générations et des générations et des générations. Genre, le fait d'avoir peut-être une photo de lui et dire que c'est ma photo, je pense que ça a été... c'est cette personne. Ouais, Cheb Hasni. Tu préfères prendre en photo les gens qui rigolent ou les gens sérieux? Je préfère les gens sérieux, même tristes. Ah. Parce qu'en fait, les gens sérieux, tristes, j'ai envie de creuser un peu plus pourquoi ils sont aussi sérieux ou pourquoi ils sont tristes. Quelqu'un d'heureux, pour moi, à part le fait qu'il soit heureux, j'ai pas envie d'avoir un peu plus. S'il est heureux, il est souriant, cool, je suis content pour lui. Mais l'empathie humaine fait que genre, on est toujours intrigué, intéressé par quelque chose qui n'est pas normal de base. Pourquoi tu pleures, pourquoi tu es tout seul, pourquoi tu es triste. Et du coup, j'ai toujours de l'intérêt à aller vers ces gens-là qui sont trop sérieux ou qui sont tristes. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus à dire que les gens souriants. Enfin, en termes de photos, bien sûr. Hein. En photographie, ouais, c'est toujours ça, ouais. Est-ce qu'il y a une photo que tu n'oublieras jamais? Ah oui. C'est la photo noir et blanc, je te l'enverrai. C'est avec ça, je la considère comme la première photo de rue que j'ai prise depuis que mon père m'avait acheté un appareil photo. C'est carrément celle-là qui a été le socle de ce que je fais aujourd'hui. En fait, je marchais, je me baladais dans le 11e arrondissement, il était nuit, il faisait nuit, et je passe devant un resto, aujourd'hui il n'existe plus, et je vois un monsieur derrière la vitre, un vieux monsieur, et en fait t'as le serveur, à ce moment-là où j'arrive devant je l'observais, et le serveur il arrive avec une assiette. Il avait commandé une petite bavette avec des pommes de terre, etc. Et en fait, ce qu'il faisait, c'était, il pousse l'assiette avec sa main, et ensuite, tout de suite après, il met la tête, sa main sur son visage, enfin sur son front, et il bouge plus. Et je suis resté, peut-être 5-10 minutes à le regarder, et il n'a pas bougé. Je me dis, est-ce que je rentre lui parler, ou est-ce que je reste sans genre déranger en fait Et en fait, ça m'a vraiment, ça m'a fait quelque chose, et j'ai jamais trouvé le courage d'ailleurs d'aller le voir. Je suis resté derrière la vitre à l'observer, et il n'a pas bougé jusqu'à carrément que je quitte la scène. Je quitte le resto pour aller faire ce que je devais faire. Mais je l'ai prise du coup là en photo, et je suis rentré chez moi, je l'ai pas retouché. Je suis resté, je crois que j'ai attendu au moins un mois avant de voir c'est ce que je fais d'habitude avec mes photos. Une fois que je prends une photo, je le garde 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même un mois avant d'aller voir ce que j'ai shooté. J'attends que la pression, moi, je descende, que je sois vraiment le plus objectif possible par rapport à une photo. Il se peut que genre, seul moment où je l'ai shooté, j'étais dans l'effervescence de la photo, mais il se peut qu'une semaine après, en fait, non, ça ne parle pas plus que ça. Et du coup, généralement, c'est ce que je fais. Je laisse. Et cette photo, n'importe quand, aujourd'hui, n'importe quel mot, je la regarde, ça me crée toujours quelque chose. Et je te l'enverrai avec plaisir. Avec grand plaisir. Et je l'ai appelé Solitude. Ouais. C'est cette photo, en fait, qui me marque, qui continue à me marquer jusqu'à aujourd'hui. Ouais. D'accord. Juste une question à part. Tu donnes des noms à toutes tes photos? Non. Je donne des noms uniquement si y a raison de mettre un nom. Mais généralement, parce qu'en fait, quand t'exposes, généralement, t'es obligé de mettre un nom sur une photo. Sur tes séries, ouais. Sur tes séries. Mais si je peux mettre juste un chiffre, je mettrai un chiffre. Par contre, il y a certaines photos où je trouve le besoin de la personnifier encore un peu plus. Comme par exemple la photo de l'Algérie avec le drapeau, ça me fait penser à l'indépendance. Je l'ai appelé indépendance sans aller chercher plus loin. Mais pas toutes les photos. La plupart, en tout cas, tout ce qui est photo genre abstraite, contemporaine, je mets pas de nom. Je mets un chiffre au Paris, ça s'arrête là. Ou peut-être des fois une citation, mais non, pas plus, non. Je trouve que c'est bien comme ça aussi parfois de ne pas donner un nom à tout. Parce que le fait de donner un nom à chaque chose, tu as moins d'intérêt après pour cette chose. C'est comme les enfants, quand tu regardes, on te dit c'est un verre, et tu vois, il est archi curieux, il est très curieux par rapport au verre, parce qu'il n'a pas de nom encore à donner dessus. Je parle des bébés, quand ils grandissent, etc. Et plus il y a un nom qu'on met sur un objet, sur un sentiment, et plus en fait on est moins intéressé, je parle personnellement par ça. Donc c'est pas, faut pas donner, pour moi encore une fois, personnellement, il faut pas donner un nom à tout. Il faut laisser parfois
ne rien dire en fait, juste sentir ce que c'est, ressentir d'avoir ce sentiment-là, de ne pas le mettre un nom, de ne pas le déchiffrer, de juste le laisser te traverser et puis voilà, ça s'arrête là. Si ton appareil photo était un super-héros, il aurait quel super-pouvoir? Ah, waouh. Quel super pouvoir? Je dirais que je sois encore plus invisible. L'invisibilité. Ton appareil photo invisible? Ouais, qui me rend invisible. Mais tu le trouveras plus après. Non, mais moi, il me donne ce pouvoir d'être encore plus invisible. Que personne ne me voit parce que je porte l'appareil photo. Mais c'est quand il veut qu'il te rend invisible ou c'est toi, dis-lui, rends-moi invisible? Les deux. Donc, c'est un pouvoir que je peux maîtriser. Et je peux marcher dans la rue. Le fait de le mettre autour de mon cou, ça me rend invisible. Je pense que je prendrais ce pouvoir-là. Ouais. C'est bien. Parce que je peux aller encore plus au contact des gens et je peux ne pas être observé. Sans qu'ils le Ou même, tu es plus libre de tes choix. Parce que parfois, je peux rester pendant 30 minutes dans une position, à les regarder, en fait, à attendre qu'un sujet traverse ou qu'il y a une scène qui se... Alors, parce que j'ai trouvé le cadre, j'ai trouvé le spot, j'ai trouvé la lumière, tout est là, mais il manque quelque chose. Et parfois, rester 30 minutes, ça m'est déjà arrivé carrément à la police qui venait. Je me dis, ouais, tu fais quoi ici? Ça fait 30 minutes, on a fait 2 tours, t'es encore là. Je sais pas, j'essaie de prendre une photo. Donc après, ça te casse dans ta recherche. Tu rentres bredouille, mais c'est l'invisibilité. C'est quoi pour toi être au cœur des choses? Je pense que déjà, ça porte bien son nom. C'est enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui est... en fait, aller vraiment au fond des choses, parce qu'on est quand même des êtres humains, et on oublie vite qu'on doit se comporter comme tel, aller au contact des gens, aller partager son expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On n'a pas tous des facilités d'avoir la chance d'être en face peut-être à une caméra ou d'avoir un micro pendant un podcast. Mais le fait d'avoir ces moyens-là et de pouvoir raconter aussi son histoire comme elle l'est réellement, sans l'embellir, je trouve que c'est ça, au cœur des choses, vraiment ce qui importe pour moi, c'est ça. Au cœur des choses, pour moi, c'est tout ce qui importe. Voilà. Bonne réponse. Bon, on vient à la dernière question. Oui. C'est bientôt la fin. Alors, est-ce que tu peux nous donner une musique qui fera office de générique de fin pour finir ton épisode? Oui. Merci pour cette question. Je dirais Kamel Messaoudi, Yeshema. Cette chanson, elle me parle, elle me parlera toujours. Elle est autant mélancolique que remplie d'espoir. C'est en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au côté narratif algérien. Mais pour moi, c'est la chanson qui explique clairement le narratif algérien. Comment une chanson peut te détruire une vie, de décrire une vie, un sentiment, un ressenti avec des paroles simples, parce que ça reste du Chabi, ils sont pas là avec c'est vraiment des mots simples pour ceux qui comprennent du coup l'arabe, surtout l'algérien. C'est cette chanson en fait qui m'identifie, que je m'identifie aussi à elle, autant parce qu'en Algérie, pendant les années noires de l'Algérie où j'ai grandi là-bas, les décennies noires, on n'avait pas d'électricité. Et du coup, Shema, c'était ouf parce que on se confiait, on voit une bougie, on la met sur table, on la regarde, on passe le temps comme ça et on est dans une sorte d'introspection. Et le fait que cette chanson aussi, Messaoudi parle aussi de Zhar, c'est la chance qu'il a. Et ça veut tout dire. Et c'est la chanson qui est match pour moi. Et je l'écoute tout le temps. J'ai même créé une playlist Marguerite. Elle est au haut c'est la première chanson que j'ai ajoutée sur ma playlist Marguerite. Mais c'est Shema de Kamel Messaoudi, Allah yarhamou. Nazachi, merci beaucoup pour ce super moment de partage, d'honnêteté. C'était hyper agréable. Merci à vous. Ça faisait très longtemps, comme tu disais, qu'on s'était pas vu, jusqu'à qu'on se retrouve cette année, plutôt dans l'année. Dans l'année, c'est vrai. Merci beaucoup. T'es quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'apprécie beaucoup depuis des années. Donc vraiment, c'est un honneur pour moi et Kaina de te recevoir ici chez nous. C'est un honneur partagé. On a matché depuis qu'on s'est vu la première fois. Franchement, il y avait un contact qui s'est créé parce qu'on aimait tous les deux la musique. Et on avait un rapport avec le rap qu'on appréciait de ouf. On avait débattu d'ailleurs sur ça. Ouais. Et en tout cas, merci infiniment pour la proposition. Je suis désolé, je suis pas à l'aise devant les caméras, devant les micros. C'était parfait. Je suis désolé. C'était parfait. Pour le montage ou pour quoi que ce soit. En tout cas, merci infiniment pour l'honneur que vous m'avez fait. Merci pour ce que vous faites aussi. C'est très important de le dire, de donner du coup une parole à des gens qui n'ont pas eu cette chance-là, en fait, d'exprimer, de raconter aussi leur vie, leur parcours.
même pour notre communauté aussi, parce on peut être invisibilisé par ce qui se passe aujourd'hui, mais il faut continuer de dire en fait qu'on a des talents, des gens qui essaient de changer les choses, qui essayent de porter aussi haut leur voix et leur culture face à un monde qui change tout le temps. Donc merci beaucoup à vous. Eh ben non, merci à toi. Merci à toi. Merci la boss. مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ضلال مالي ومال السعد ما سبق ملي الايام مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ضلال مالي ومال السعد ما سبق ملي الايام نصيب ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني مراه خبلني تخمام